Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Crime vous propose ce soir une émission spéciale intitulée « Un meurtrier dans la famille ». 3 faits divers qui ont traumatisé des familles entières. Crime, un meurtrier dans la famille. C'est tout de suite. Le 15 mai 2013, il est 20h et Mélina, 2 ans et demi, joue avec son frère, âgé de 8 mois. Pendant ce temps, Aurore, leur mère, remplit la baignoire. Quelques minutes plus tard, la jeune femme de 24 ans noie Mélina et son frère. Immédiatement, Aurore appelle les gendarmes en déclarant « Je viens de tuer mes enfants. Mon ami m'a quitté, il est parti avec une femme. » Alors comment une mère de famille aimante peut-elle arriver à tuer ses 2 enfants ? Que cache la personnalité de la jeune femme? Et quel est le lien entre son compagnon et cet acte barbare? Elle dit tu vas entendre parler de moi, tu ne reverras plus les enfants et tu vas regretter ce que tu m'as fait, tu vas regretter de m'avoir fait cocu. Un matin de juillet 2013, le corps de Joey, 21 ans, est découvert sans vie dans une chambre dans un camp militaire. Nous sommes dans une commune de Moselle et c'est une véritable scène d'horreur. Le corps est lardé de plus de 100 coups de dague et de couteau. Les pompiers retrouvent le frère de la victime, Kevin, non loin de la scène de crime, blessé à la jambe. Très vite, il avoue être l'auteur de ce crime odieux. Alors comment ce jeune homme, a priori sans histoire, a-t-il pu commettre un tel acte sur son propre frère? Et pour quelles raisons? Que vont découvrir les enquêteurs en se penchant sur le passé de Joey et Kevin? La violence était telle que des coups qui ont été portés ont traversé le corps. Donc c'est quand même d'une violence rare. En mai 2012, près de Nancy, Sylvie tue son compagnon d'un coup de fusil. Les enquêteurs comprennent rapidement que Sylvie est en fait une femme battue. Mariée très jeune avec Gérard, durant près de 35 ans, elle va vivre l'horreur. Victime du syndrome de l'otage, Sylvie va se taire durant toutes ces années. Lors du procès, la mère de famille est prise de remords. Elle déclare toujours aimer son mari et ajoute « J'ai besoin de lui, il me manque beaucoup ». Alors pourquoi Sylvie a-t-elle commis ce crime odieux? Comment en est-elle arrivée là? Face à cette femme en détresse, les jurés seront-ils cléments? Elle dira aux enquêteurs qu'elle ne pouvait plus supporter cette vie, qu'elle vivait avec lui, que c'était trop difficile, qu'elle n'en pouvait plus tous les jours d'être dénigrée, insultée, rabaissée. Pour cette émission spéciale, un meurtrier dans la famille, Crime vous emmène en Haute-Saône avec une terrible affaire de double infanticide qui a bouleversé toute une région et privé un père de ses 2 enfants. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire d'Aurore, une jeune mère de 24 ans qui va commettre l'impensable un soir de printemps 2013. Un scénario sur fond de jalousie et de vengeance qui va émouvoir toute une région. Elle dit tu vas entendre parler de moi, tu ne reverras plus les enfants et tu vas regretter ce que tu m'as fait, tu vas regretter de m'avoir fait cocu. Nous sommes à Ronchamp, en Haute-Saône. Avec ses 2800 habitants, la commune a été marquée par l'extraction de charbon qui a permis de faire vivre toute la région jusque dans les années 50. Un village au départ ouvrier où les classes populaires vont s'installer puisque Ronchamp est un village où il y avait une mine. C'est dans cet immeuble que vit Aurore, 24 ans, avec ses 2 enfants, Mélina, 2 ans et demi, et Elias, 8 mois. Ce mercredi 15 mai 2013 débute de manière classique pour la petite famille. Alors le jour des faits, Mélina passe la journée avec sa grand-mère maternelle, avec la mère d'Aurore. Je crois qu'elle passe l'après-midi avec elle et puis elle revient
La grand-mère ramène la petite chez la mère, chez Aurore, vers 18h. Pourtant, la mère d'Aurore n'est pas tranquille lorsqu'elle dépose Mélina. Car contrairement à ses habitudes, elle ne l'invite pas à entrer chez elle. La grand-mère raconte que elle a eu un mauvais pressentiment en arrivant chez Aurore, une boule au ventre, qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Mais elle n'a rien vu de spécial dans l'attitude de sa fille, ce qui fait qu'elle laisse la petite à sa mère. Dans la soirée, Aurore ne déroge pas au rituel qu'elle a instauré avec ses 2 enfants. Elle va à ce moment-là s'occuper tout à fait normalement de ses enfants, leur donner le bain, leur donner à manger. Rien ne laisse alors présager d'un drame. Et pourtant, à 20h15, la gendarmerie de Vesoul reçoit un appel. Au bout du fil, Aurore est dans tous ses états. Quand elle prévient les services de gendarmerie, elle dit ce qui s'est passé spontanément. Venez vite, je viens de tuer mes enfants, ils sont dans la baignoire, il faut venir vite, il faut les sauver. Immédiatement, une patrouille est dépêchée sur les lieux. En moins de 15 minutes, les gendarmes arrivent chez Aurore. Les premiers gendarmes qui arrivent sur place, qui sont en patrouille et qui se déplacent, gardent un tout petit espoir pendant le trajet, ils le racontent, ils gardent un tout petit espoir d'arriver et de pouvoir trouver les enfants encore en vie. Mais une fois dans la salle de bain, ils découvrent l'horreur. Les gendarmes ne peuvent que constater le décès des enfants. L'eau ne bouge plus, les corps sont immobiles, il ne se passe plus rien dans la baignoire. Les services de secours essaieront de réanimer les enfants, mais le décès sera constaté à 21h10 pour les 2 enfants. Il n'y avait aucune chance de les sauver. Alors, que s'est-il passé dans cet immeuble? Aurore est-elle l'auteur de ce double infanticide? Et que vont découvrir les enquêteurs sur cette jeune mère de famille? À Ronchamp, les gendarmes viennent de découvrir les 2 corps sans vie de Mélina, 2 ans et demi, et d'Elias, son frère, 8 mois. Aurore, leur mère qui s'accuse de ce double infanticide, présente de nombreuses coupures sur les avant-bras. 3 des plaies qu'elle présente ont légèrement agressé le derme, mais aucune nécessité de point de suture, rien. Elle a un peu de sang qui coule, ça passe très vite. Alors, Aurore aurait-elle tenté de se suicider ou ces blessures sont-elles la manifestation de ses regrets? Le fait d'éprouver de la souffrance, d'éprouver de la douleur, venait momentanément soulager ce désarroi profond qu'elle pouvait éprouver lorsqu'elle fait le constat de la mort de ses 2 enfants. Aurore, de mon point de vue, n'a jamais voulu mettre fin à ses jours. Elle a voulu se faire mal parce qu'elle a fait quelque chose de terrible, mais elle n'a pas voulu mettre fin à ses jours. En état de choc, Aurore est hospitalisée sous contrainte et transportée à l'hôpital psychiatrique. Elle y reste 8 jours. Les gendarmes contactent alors Philippe, son compagnon et père de ses enfants, qui se trouve à 350 km de là pour raisons professionnelles. Ils m'ont demandé si j'avais bien une petite fille qui s'appelait Mélina et un petit qui s'appelait Elias. Donc je leur ai dit oui. Et là, ils m'ont annoncé qu'il était arrivé quelque chose à mes enfants et qu'ils étaient désolés de me l'apprendre de cette façon-là, mais qu'ils n'avaient pas d'autre moyen de me contacter, qu'ils ne savaient pas où me joindre. Et ils m'ont annoncé que mes enfants étaient décédés. En conflit avec Aurore depuis plusieurs jours, Philippe pense d'abord à une blague de mauvais goût de la part d'Aurore. Donc là, je me suis énervé sur le gendarme et je lui ai dit tout simplement que s'il s'avérait que c'était une blague et qu'ils osaient blaguer sur mes enfants, que là, je répondrais de rien, que m'en blague pas avec mes enfants. Mais après plusieurs minutes, Philippe, 27 ans, se rend à l'évidence.
J'ai craqué, je me disais mais non, ils se sont trompés, mes enfants ils sont pas morts, c'est n'importe quoi, ils vont m'appeler, ils vont me dire que non, il y a une erreur, que je sais pas, qu'ils ont réussi à réanimer mes enfants, ou que non, ils sont juste blessés, ou qu'il y a qu'un enfant qui est blessé, mais que j'ai le deuxième. J'ai essayé d'imaginer tout et n'importe quoi, ou au moins qu'ils ont sauvé un de mes enfants, j'en sais rien. Philippe ne comprend pas le geste de sa compagne. Mais que s'est-il passé ce 15 mai pour qu'Aurore décide de noyer ses enfants dans sa baignoire? Que vont découvrir les enquêteurs en se penchant sur son profil? Le lendemain du drame, le petit village de Ronchamp est abasourdi, car rien dans la personnalité de la jeune femme ne laissait présumer ce double infanticide. Tous nous disent la même chose. Pour eux, c'était une fille sans histoire, une fille discrète, qui n'a jamais posé de problème dans l'immeuble et qui n'a jamais eu de soucis avec les enfants. Pour eux, tout le monde tombe des nues. Les enquêteurs se penchent sur la personnalité de la jeune mère de famille de 24 ans. Elle n'a que 14 mois lorsque ses parents se séparent et elle vivra avec un père absent et une mère instable. Sa mère a eu une vie personnelle avec certaines déviances, sur fond d'alcool. Elle a eu beaucoup de conjoints, donc Aurore n'a pas beaucoup de repères. Élève caractérielle, Aurore multiplie les crises de colère et est incapable de contenir sa frustration. Sa scolarité a été interrompue en 4e parce qu'une professeure a essayé de lui confisquer son portable et elle n'a pas supporté. Elle a agressé sa professeure, ce qui lui a valu un conseil de discipline et le renvoi de son collège. Aurore enchaîne les rencontres sans lendemain, espérant trouver ce qui lui manque cruellement, l'amour. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Philippe, un jeune militaire de 24 ans, basé à Belfort. Alors Aurore et Philippe se rencontrent en janvier 2010 sur un site et leur histoire est assez, on va dire, classique au départ. Il n'y a pas de volonté d'engagement, en tout cas de la part de Philippe, mais Aurore très rapidement va souhaiter s'engager dans une relation sérieuse. Et très vite, Aurore nourrit l'envie de fonder une famille. Aurore a envie d'enfant. Depuis l'âge de 16 ans, elle a envie d'enfants. Comme une petite fille a envie d'une poupée, Aurore a envie d'avoir des enfants. Pour Aurore, la famille est ce qu'il y a de plus important. Peut-être parce qu'elle a une image d'une famille idéale qu'elle n'a pas eue mais qu'elle aurait aimé avoir. Après 1 mois seulement de relation, Aurore tombe enceinte de Philippe et se réjouit à l'idée d'être mère. Un projet que le jeune homme est loin de partager. Elle m'a demandé ce que je comptais faire, donc moi je lui ai expliqué que je ne voulais pas garder l'enfant. Aurore a pris la décision de le garder quand même, moi j'avais pas de toute façon mon mot à dire. Philippe refuse alors de reconnaître son premier enfant, d'autant qu'il a de sérieux doutes quant à la fidélité de sa compagne. Déjà Aurore jouait beaucoup à chaque engueulade sur le fait que c'était pas ma fille. Donc ça, c'était une réflexion qui revenait sans arrêt. Le 19 novembre 2010, Mélina vient au monde. Malgré ses doutes, Philippe assume ses responsabilités, sans pour autant vivre avec Aurore. Philippe voit régulièrement Mélina. Il s'en occupe. Mélina sait parfaitement qui est son père. Elle l'appelle papa, elle l'a au téléphone. Le couple fonctionne de cette manière-là, avec une indépendance sur le plan matériel parce que chacun a son appartement. 2 ans durant, le couple vit chacun de son côté. Le 20 août 2012, Elias, leur second enfant, vient au monde. Philippe le reconnaît. Le petit garçon fera son bonheur et celui de la famille d'Aurore. Mais contre toute attente, ce bonheur retrouvé est bouleversé. Philippe décide de s'installer à Paris pour son travail.
Philippe revient ponctuellement voir Aurore pour quelques jours. Aurore continue à espérer sa vie familiale rêvée. Malgré l'absence du père, Aurore est une vraie mère poule. Comme maman, Aurore était vraiment très proche, très attentionnée. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Elle prenait même pas soin d'elle, en fait. Sur l'argent qu'elle pouvait toucher par rapport aux enfants, elle achetait vraiment rien pour elle. Alors, le départ de Philippe a-t-il eu des conséquences sur le terrible geste de sa compagne? Le jeune père est-il véritablement parti pour raisons professionnelles ou avait-il une double vie? À Ronchamp, les gendarmes cherchent le mobile de ce double infanticide. Et très vite, ils constatent qu'Aurore était en conflit avec Philippe, après avoir découvert qu'il menait une double vie. Il s'est même installé en région parisienne avec une jeune femme que nous appellerons Léa. La femme chez laquelle Philippe vit commence à avoir des doutes sur Philippe, qui n'est pas toujours à la maison, qui va très souvent dans sa région d'origine pour voir sa mère. Philippe ment énormément, il ment à toutes les deux. Lorsqu'il est chez Aurore, il raconte à sa maîtresse qu'il est dans sa famille. Lorsqu'il est chez sa maîtresse, il ment pareillement à Aurore. Il ment aux deux et à chacune, il dit qu'il a cessé sa relation avec l'autre. Et quand les deux femmes s'aperçoivent de l'infidélité de Philippe, le ton monte. Elles échangent 500 SMS en 3 semaines. Donc le contenu des SMS, ce sont beaucoup des SMS d'insultes, ce sont beaucoup de méchanceté, beaucoup de pression, de menaces. Léa se met alors à faire chanter Aurore. Et son arme est redoutable. Aurore imagine que les enfants peuvent lui être enlevés parce que la maîtresse de Philippe lui dit « on va faire une procédure pour que Philippe ait la garde des enfants ». C'est à ce moment-là qu'elle comprend mal qu'on peut lui enlever les enfants. Un jeu dangereux que Philippe ne daigne pas stopper. Il envoie un SMS à sa maîtresse en lui disant « Il n'y a que toi, je t'aime, j'étais chez mon père, ne te fais pas de soucis ». Et puis, il ne va plus donner de nouvelles à Aurore. Et lorsqu'Aurore va le relancer, il y a ce SMS où il l'insulte en des termes sans ambiguïté, et il lui dit en gros « Je ne veux plus entendre parler de toi ». 5 jours durant, Aurore rumine et reste sans nouvelles de Philippe. Le jour du drame, elle écrit un nouvel SMS à Philippe pour lui demander de parler calmement des enfants. Elle n'a pas de réponse. Philippe, lui, il y a eu des tonnes de SMS échangés. Il dit qu'il veut essayer de calmer le jeu. Il ne répond pas. Sans réponse de Philippe, Aurore décide de passer à l'étape supérieure. Dans l'après-midi, au milieu d'après-midi, 15h36, il y a un deuxième SMS où là, elle le menace clairement. Elle dit tu vas entendre parler de moi, tu ne reverras plus les enfants et tu vas regretter ce que tu m'as fait, tu vas regretter de m'avoir fait cocu. Des menaces que Philippe ignore et qu'Aurore mettra à exécution. À cet instant, il n'imagine pas que la vie de ses enfants est en danger. Je me sens très coupable de ne pas avoir répondu, bien sûr. C'est quelque chose que j'ai en tête en permanence. Ça fait 3 ans que tous les jours, j'ai beau essayer de mener ma vie comme je peux. Tous les jours, je suis rempli de regrets, je suis rempli de plein de choses. Mais parce que j'ai pas répondu, parce que j'ai joué ce double jeu, parce que j'aurais dû stopper tout simplement peut-être aussi cette relation dès le départ quand j'ai vu qu'elle était néfaste. C'est plein de choses, Je remets en question plein de choses parce que ça a changé toute ma vie. Ce serait donc la jalousie maladive d'Aurore qui aurait coûté la vie à ses enfants. Mais était-elle réellement consciente de son geste? Son discernement était-il altéré lors de son passage à l'acte? Sa responsabilité pénale sera-t-elle remise en cause?
8 jours après son hospitalisation, Aurore sort enfin de psychiatrie. Immédiatement placée en garde à vue, elle raconte aux enquêteurs qu'elle a bien tué ses enfants pour se venger de leur père infidèle. Aurore n'est plus mère. À partir de cet instant, elle est plutôt dans une démarche punitive à l'encontre de Philippe. Elle veut faire du mal à Philippe. Elle l'a déjà dit, elle peut tout donner, elle peut tout reprendre. Les enfants ne sont en quelque sorte que les objets de cet enjeu qu'elle va manipuler dans un sens ou dans un autre. Une jalousie maladive qui la pousse à éliminer ses enfants. Incapable de les étouffer, elle penche finalement pour la noyade. On sait que Mélina entre habillée dans la baignoire. Sa mère la prend par la nuque, plonge sa tête sous l'eau. Elle sort sa tête de l'eau. Elle voit qu'elle a encore les yeux ouverts, qu'elle est encore vivante. Elle plonge une nouvelle fois la tête de Mélina sous l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles, jusqu'à ce qu'elle soit morte. Et là, sans aucune seconde d'hésitation, elle prend Elias et elle le noie dans la baignoire où se trouve déjà le corps de Mélina. Une question se pose alors. Aurore était-elle en pleine possession de ses moyens la nuit où elle a supprimé ses enfants? À aucun moment, ce qu'on appelle le discernement au sens pénal n'a été aboli ou altéré. Ça signifie que Aurore savait parfaitement ce qu'elle faisait. Elle savait qu'elle tuait ses enfants en les prenant et en les mettant dans la baignoire. Philippe, qui n'a rien vu venir, est alors rongé par la culpabilité. Au moment où ça leur est arrivé, ou quand ils ont regardé leur mère, ou je sais pas, peut-être qu'ils auraient eu envie de m'appeler à ce moment-là, ou j'en sais rien, et moi j'étais même pas là. C'est toutes ces images-là en fait qui... Et c'est, ouais, non, c'est... Du coup on se dit qu'on mérite même pas d'être là, qu'on mérite pas toutes ces choses-là, on mérite même pas, on n'a même pas été capable de protéger ses enfants. Incarcérée, Aurore multiplie les séjours en unité psychiatrique. Et c'est à l'occasion de l'un d'entre eux qu'elle tombe amoureuse d'un patient. 2 mois seulement après avoir tué ses enfants, elle décide d'en avoir un autre. Elle lui déclare sa flamme, elle lui déclare qu'elle veut s'installer avec lui et elle lui déclare de manière assez surprenante qu'elle veut avoir des enfants avec lui, alors même qu'elle a tué quelques mois auparavant ses 2 enfants. Elle lui promet qu'elle ne tuera pas les enfants qu'elle aurait avec lui. Pour les experts psychiatres, il y a danger. La récidive pourrait être probable, ce qui pose d'ailleurs des questions d'intensité, des questions graves, puisque c'est quand même une jeune femme qui est encore en capacité de procréer. Alors, Aurore prendra-t-elle la mesure de la gravité de son geste lors de son procès? À quelle sentence sera-t-elle condamnée? Philippe trouvera-t-il la force de l'affronter lors de cette nouvelle épreuve? Le 25 avril 2016, après 3 ans de détention provisoire, s'ouvre le procès d'Aurore devant la cour d'assises de Vesoul. La jeune femme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. C'est une ambiance très pesante. Aurore paraît assez détachée. C'est peut-être une façon de se protéger, de ne pas voir regarder la réalité tout à fait en face. Mais elle a l'air de prendre pas mal de recul. À la barre, Aurore raconte son terrible passage à l'acte. Des propos particulièrement mal vécus par Philippe et sa famille. Je suis restée sidérée de voir cette froideur et sans montrer de sentiments, c'était horrible. Et d'entendre parler, en plus, elle parlait de ses enfants comme elle parlait du drame avec un naturel. On aurait dit un mur de glace, avec le sourire aux lèvres. Tout au long des débats, la cour s'attelle à savoir si Aurore a prémédité son geste. Aurore explique que quand elle envoie le message à 15h36 à Philippe, elle a déjà dans l'idée de tuer ses enfants.
Elle explique aux gendarmes qu'elle réfléchit au mode opératoire. On ne peut pas réfléchir à un mode opératoire pour tuer ses enfants si on n'a pas l'idée de tuer ses enfants. Donc la préméditation, elle est claire, elle est certaine, il n'y a aucune ambiguïté et elle-même l'a reconnue. Une thèse que ne partage pas l'avocate des parties civiles. C'est quelqu'un qui manque d'élaboration. Les experts ont dit qu'elle a une faiblesse intellectuelle. Or, pour préméditer, il faut réellement réfléchir et maintenir sa volonté. Sans doute qu'Aurore a pensé à tuer ses enfants dans l'après-midi, qu'elle a pu évoquer différents scénarios, mais il n'y avait rien d'arrêté. Aurore demeure froide, excepté après que sa mère se soit exprimée pour évoquer Mélina et Elias. Il y a quelques moments dans le procès où elle craque. Il y a quelques moments où elle dit qu'elle regrette de s'en être pris aux enfants. Des regrets qui ne marqueront pas l'Assemblée. Au terme de 2 jours de procès, le verdict tombe. Aurore est condamnée à 25 ans de prison. Pour Philippe, c'est un moindre mal. Quand elle a pris sa peine, j'ai même pas été soulagé. J'étais triste de la voir comme ça, de me dire elle a foutu sa vie en l'air. Elle a foutu ma vie en l'air, elle a foutu la vie de ma famille. C'est mes enfants qui ont trinqué pour des conneries. Malgré la sentence, la question de la récidive se pose, car Aurore pourrait recouvrer la liberté aux environs de ses 40 ans. 3 ans après le drame, la douleur est encore indescriptible pour Philippe, qui se demande s'il sera capable un jour d'avoir de nouveaux enfants. Si j'ai la chance un jour d'avoir des enfants, je sais même pas qu'est-ce que ça donnerait. Je sais très bien que je serai le père qui les lâchera pas une seconde, qui les gâtera, qui fera tout. C'est plein d'handicaps comme ça que je vais avoir dans ma vie maintenant aussi. Parce que c'est plein de choses. Je sais pas si je pourrais leur donner le bain. Je me demande comment je peux les appeler. Parce que pour moi, c'est Elias et Mélina et c'est tout. Crime spécial, un meurtrier dans la famille, s'intéresse maintenant à l'histoire d'un fratricide barbare, commis au sein d'un camp militaire. Retour pour Crime sur une tragique histoire de famille. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique de Kevin et Joey, 2 frères inséparables. L'histoire d'un drame psychologique et un crime d'une extrême brutalité. La violence était telle que des coups qui ont été portés ont traversé le corps. Donc c'est quand même une violence rare. Nous sommes dans le nord de la France, à Bitche, une commune de 5440 habitants, située à une centaine de kilomètres de Metz. Cette zone abrite d'immenses forêts, ce qui en fait l'une des plus importantes réserves de France. Bitche est une ville qui se situe vraiment à la frontière entre l'Alsace, la France de l'intérieur comme on dit, et l'Allemagne. Bitche vit autour de son armée, de sa garnison et de sa citadelle qui est aussi son héritage militaire. Lundi 29 juillet 2013, il est 5 h du matin lorsque Kevin, un militaire du camp de Bitche, appelle Jacqueline, sa mère adoptive. Au bout du fil, le jeune homme de 22 ans est paniqué. Kevin appelle sa mère adoptive pour lui indiquer qu'il a commis une grosse bêtise et qu'il est blessé. Jacqueline ordonne à Kevin de ne pas bouger. La mère de famille appelle aussitôt les pompiers. Les secours arrivent et le découvrent le long de cette départementale, sur cette piste cyclable. Il est blessé sérieusement, une grosse entaille commise par arme blanche à la jambe et à l'auriculaire. Les pompiers prennent en charge Kevin. Mais ils sont loin d'imaginer ce qu'il va leur révéler.
Et c'est dans le véhicule d'intervention qu'il leur avoue avoir porté des coups à une autre personne qui se trouve dans la caserne de Beach. Pris au dépourvu, les pompiers demandent aux gendarmes de les assister. Secours et forces de l'ordre se rendent immédiatement au camp militaire. Alors, que s'est-il passé cette nuit d'été 2013 ? Qui, le jeune homme de 22 ans, a-t-il agressé ? Et que vont découvrir les secours en pénétrant dans la chambre de Kevin ? Il est 5h30 du matin, au camp militaire de Beach, quand les forces de l'ordre pénètrent dans la chambre de Kevin. L'endroit est en désordre et à terre gît dans une mare de sang un jeune homme sans vie. Les secours découvrent un corps qui est à moitié sous le lit de cette chambre militaire. Donc ils ne découvrent pas le corps en son entier, mais il y a beaucoup de traces de sang avec des projections à la fois sur les murs, sur le bureau et sur le sol. La brigade de recherche de Sarreguemines est immédiatement saisie de l'enquête. Les gendarmes s'affairent pour rassembler tous les indices présents sur la scène de crime. Les armes sont toujours sur place. Il y en a une qui est cassée sur le lit et l'autre qui est à proximité du corps sur un sac militaire, également à proximité du corps, puisque cette chambre est particulièrement exiguë. La police scientifique constate de nombreuses plaies sur le corps de la victime. Et visiblement, l'affrontement a été très violent. Ils vont découvrir aussi qu'au cours de cette série furieuse de coups de couteau, la lame du couteau s'est partiellement cassée et est restée fichée dans le crâne. En effectuant des vérifications sur l'identité de la victime, les enquêteurs se rendent compte qu'il s'agit du frère cadet de Kevin, un certain Joey. Le corps est envoyé à l'Institut médico-légal pour y être autopsié. Les gendarmes, eux, préviennent la famille. Luc, un ami de Kevin et Joey, apprend la nouvelle par Internet. C'est un ami qui m'avait envoyé un lien. Il m'a appelé 2 minutes après en pleurs et tout, donc tu peux pas vraiment y croire. L'entourage des deux frères biologiques tombe des nues, car ils étaient très proches. Ils ont grandi, ensemble, au Havre, dans une famille d'accueil. Joey, la victime, est un garçon plutôt expansif, qui profite de la vie. Joey était éminemment sympathique. Il avait de nombreux amis. Il était très jovial. Il aimait faire la fête. Joey avait beaucoup d'humour. Oui, il prenait jamais rien au sérieux. 11 mois séparent les deux frères, qui forment un binôme inséparable. Avant le départ de Kevin pour le camp militaire, ils partageaient même un petit appartement. Ils avaient un côté super fusionnel, quoi, parce que y avait Joey qui était... Quand j'arrivais, généralement, ils étaient tous les deux. Il y avait Kevin qui faisait un poker sur l'ordi, et puis Joey qui faisait autre chose, la télé, puis ils discutaient, tout ça. Enfin, ouais, ils étaient vachement fusionnels. À première vue, rien dans leur relation ne pouvait laisser présager un tel drame. Alors, que faisait Joey au camp militaire ce soir-là? Pourquoi Kevin a-t-il tué son frère? Et quelle sera sa version des faits en garde à vue? « 48 heures après les faits, à la brigade de recherche de Sarreguemines, Kevin est entendu par les enquêteurs. Pendant la garde à vue, Kevin décrit les faits d'une manière assez stoïque et linéaire. On n'a pas l'impression qu'il se rend compte vraiment
de la portée de son geste, il n'arrive pas à comprendre pourquoi il en est arrivé à une telle extrémité. Pour Kevin, encore affaibli par ses blessures, l'interrogatoire est éprouvant. Il donne néanmoins sa version des faits. Cela commence, quelques jours auparavant, chez Luc, l'ami qu'ils ont en commun avec son frère, Joey. Joey donc il est venu sonner chez moi en disant qu'il avait retrouvé son appartement saccagé. Si Joey est aussi affolé, c'est parce qu'il doit de l'argent à une de ses connaissances. Une dette de 2000 € qui, selon lui, a provoqué la colère de son débiteur. Il a paniqué et puis il m'a dit « Bon bah Luc, on passe une nuit chez toi, puis après je pars avec Kevin dans le camp militaire. » C'est finalement chez son frère, à la caserne, que Joey décide de se réfugier. Il n'a alors qu'une idée en tête, lui demander la somme qui lui permettra de rembourser sa dette. Joey sollicitait souvent son frère aîné pour lui venir en aide, et souvent de façon matérielle. Pas que de façon, je veux dire, par sa présence, par son écoute, mais qu'il y avait vraiment une dépendance matérielle entre deux. Mais le soir du drame, Kevin n'a pas d'espèces sur lui. Et il missionne son frère. Il charge Kevin d'aller trouver un distributeur, d'acheter des cigarettes et à manger. Il est alors minuit et demi. Kevin marche pendant 4 km avant d'arriver au distributeur de billets. Mais n'ayant pas assez d'argent sur son compte, l'opération échoue. Il fait alors un autre essai sur un deuxième distributeur qui lui avale sa carte. Kevin rentre alors bredouille et affronte la colère de son frère. Ça n'a pas marché, tu es un moins que rien, et les reproches tombent en pluie serrée sur Kevin, qui encaisse une fois encore cette avalanche d'humiliation, il est rabaissé une fois de plus, il en a l'habitude. Sauf que cette fois de plus, c'est la fois de trop. Joey, hors de lui, va finalement se coucher. Kevin, humilié une nouvelle fois par son frère cadet, rumine. Ils vont s'endormir dans des positions bien particulières. Joey, le double envahissant, occupe le lit de Kevin. Kevin, lui, est assis sur une chaise. Et il va passer une partie de la nuit comme ça, à tenter de s'endormir, mais avec l'impossibilité de le faire. Parce qu'il est tellement animé par la colère qui gronde, qui monte, qui va atteindre un point tel qu'il va falloir qu'elle explose. Et c'est à 4h30 que Kevin commet l'irréparable. Il s'empare alors de son propre couteau de cuisine, mais également de la dague que Joey transportait par crainte de représailles de son débiteur. Il indique qu'il pète un câble. Il porte de nombreux coups de couteau à son frère, qui va se réveiller, essayer de se défendre par rapport aux coups qui lui sont portés. Mais Kevin, à ce moment-là, est dans un état second et frappe son frère pour le supprimer. 114 coups sont dénombrés sur le corps de Joey, entre son crâne et ses membres supérieurs. C'est surtout le nombre qui est très choquant. Et le fait qu'il y ait deux armes, qu'il n'y en ait pas qu'une, donc il y a vraiment une volonté d'achever ce qui avait été commencé. La violence était telle que des coups qui ont été portés ont traversé le corps. Donc c'est quand même une violence rare. Les résultats de l'autopsie attestent à quel point Kevin en voulait à son frère cadet. L'autopsie révèle qu'effectivement, il y a eu une lutte entre les deux frères avec des traces qui sont portées sur les avant-bras de Joey qui démontrent
des signes de défense de sa part lorsque les coups lui ont été portés. Et puis d'autre part, démontre que lui-même, lorsqu'il a porté les coups, l'a fait avec une violence extrême, puisque la propre blessure qu'il s'est infligée est très pénétrante et montre que ce coup qu'il s'est porté lui-même a été très violent. À l'issue de sa garde à vue, Kevin est mis en examen pour le meurtre de Joey et est placé en détention provisoire. L'instruction peut commencer. Alors, Kevin a-t-il agi sur un coup de folie ou a-t-il prémédité son geste? Que vont découvrir les enquêteurs en se penchant sur l'histoire de ses deux frères? À la gendarmerie de Sarreguemines, les enquêteurs s'intéressent à la fratrie et au passé des deux frères. Ils veulent comprendre ce qui aurait motivé le geste de Kevin. Kevin et Joey ont assisté ou auraient assisté dans leur enfance, avant leur placement, à des scènes de violence extrême de la part de leurs parents biologiques. À la suite de l'emprisonnement des parents, pour agression à l'arme blanche, leurs 9 enfants sont placés dans différentes familles d'accueil. Kevin et Joey sont les seuls à rester ensemble. C'est Jacqueline, une assistante maternelle, qui les prend en charge jusqu'à leur majorité. Ils arrivent chez Jacqueline à l'âge de 3 et 4 ans. Ils ne vont plus se quitter. Ils vont grandir ensemble dans un foyer aimant. Le duo devient inséparable. Kevin, le plus grand, redouble une classe et finira sa scolarité avec Joey. Et puis progressivement à l'adolescence, peut-être parce que justement ils sont quand même de caractères très différents, Joey aura... les professionnels vont quand même repérer que Joey aurait la tendance à prendre l'ascendant en fait sur Kevin, qui est décrit comme un adolescent peu communicant, solitaire. Les deux frères ont des tempéraments totalement opposés. Joey, le plus jeune, n'hésite pas à donner des ordres à son frère aîné. Joey, au niveau personnalité, il avait tellement l'ascendant qu'il n'y avait pas de rivalité possible. On est vraiment sur une forme de collage, où finalement l'identité de chacun, ou du moins l'identité de Kevin, est menacée par ce frère qui reste complètement collé à lui et qui lui demande finalement de le prendre en charge. Alors que Kevin n'est déjà pas en capacité de se prendre en charge, lui n'est déjà pas lui autonome. Jusqu'au jour où Kevin décide de s'éloigner de ce frère cadet un peu trop envahissant. Kevin a, à un moment de son existence, voulu mettre un peu d'espace. Pas un terme à la relation avec son frère, mais un peu d'espace. Avec Joey qui commandait le quotidien de Kevin. C'est le cadet qui commandait l'aîné dans cette paire très particulière qu'il composait. Je pense qu'il avait vraiment envie de faire autre chose, de vivre autre chose, d'écrire une autre page de sa vie. Et malheureusement, peu de temps après avoir décidé d'écrire cette nouvelle page, un acte a mis un point final à ce chapitre-là. Alors, que se cache-t-il derrière ce fratricide? Kevin et Joey étaient-ils réellement fusionnels? Et quelles seront les conclusions des experts psychologues quant au profil de Kevin? À Sarreguemines, les enquêteurs se penchent sur le profil psychologique de Kevin. Ils s'interrogent notamment sur la fureur avec laquelle il a tué son frère. À 22 ans, le suspect est décrit comme très calme et non violent. Quand on voit le dossier, quand on voit le personnage, l'accusé, effectivement, on peut se dire qu'il y a un décalage énorme. Mais l'expérience fait que
Parfois, on ne voit pas toujours une relation entre un fait criminel et une personnalité qui peut paraître dans la vie civile tout à fait normale et puis à un instant T passer presque dans la folie, basculer dans la folie et commettre les crimes les plus odieux. 3 mois après les faits, le juge d'instruction désigne une experte psychologue qui rencontre Kevin en détention. Il ne souffre d'aucune défaillance intellectuelle, bien au contraire. C'est un jeune homme qui est très intelligent. Sur le plan intellectuel, il a été évalué dans la moyenne normale supérieure de la population. Donc sur le plan intellectuel, les choses tiennent. Sur le plan affectif, il est quand même très détaché. Alors je ne dis pas qu'il est froid, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir évoquer son passage à l'acte, la violence de son passage à l'acte, les conséquences de son passage à l'acte, la mort d'un frère auquel il est attaché et auquel il se dit attaché, sans exprimer aucune affectivité, aucune émotion. Un caractère introverti, décelé dès son plus jeune âge. Il n'est absolument pas décrit dans l'enfance comme un enfant colérique. Il est décrit comme un enfant calme, sensible, émotif, introverti et solitaire. En 2010, Kevin obtient un bac technologique hôtellerie et restauration. Pendant plusieurs années, il travaille dans différents établissements où son sérieux est reconnu, malgré une extrême timidité. Kevin, c'était quelqu'un de très calme et pas bavard du tout. Donc moi, je voyais, les premières fois que je l'ai vu, c'était « bonjour, ça va ?» Puis c'est tout, parce que je connaissais pas. Puis après, on a parlé de temps en temps, mais c'était rien de... On n'a jamais eu une vraie conversation, c'était des blagues ou des trucs comme ça. On n'a jamais vraiment parlé, quoi. Il était pas il était pas bavard, lui. Une timidité exacerbée par un frère cadet, devenu trop envahissant. Kevin décide alors de couper les ponts. Et il s'engage comme cuisinier dans l'armée à près de 700 km de Joey. Il sait que rester au contact de son frère ne lui permettra pas d'évoluer finalement, puisqu'il a toujours cette emprise. Et il décide d'acquérir quelque part son indépendance. Cet engagement militaire lui donnait certaines assurances, c'est-à-dire qu'il avait peut-être l'impression qu'il serait encaserné avec des murs qui ne permettraient pas à Joey de venir s'introduire dans sa vie. Alors, le procès à venir fera-t-il toute la lumière sur ce terrible fratricide? Comment Kevin va-t-il réagir face à la cour? Et quelle sera la sentence des jurés? Le 26 avril 2016, 3 ans après les faits, le procès de Kevin s'ouvre aux assises de Metz. Fait rarissime, personne ne s'est déplacé pour défendre la mémoire de Joey. La défense n'aura affaire à aucune partie civile. Personne ne s'est constitué pour évoquer la mémoire de la victime ou demander même réparation de sa mort. C'est quand même aussi très, très étonnant. Au terme de 48 heures d'audition, les jurés devront donner leur avis sur ce fratricide d'une extrême violence. Malgré le caractère particulier de cette affaire, Luc et quelques amis des deux frères ont fait le déplacement. Pendant le procès, moi j'ai l'appréhension. C'est l'appréhension de voir Kevin, comme genre à quoi il va ressembler. Alors, moi en fait j'avais l'impression que j'allais voir un monstre, un truc comme ça qui allait venir. Et donc quand c'est Kevin qui est arrivé, ça m'a fait un choc parce que c'était Kevin, quoi. Il est arrivé, il était tout timide et tout, il a parlé, il s'est excusé. Donc ça fait bizarre. Une situation d'autant plus pénible pour le jeune homme qui n'est pas habitué à étaler sa vie privée. Le procès a été très pénible pour Kevin parce que
C'est quelqu'un qui, comme il est introverti et très timide, avait peur de ne pas savoir bien s'exprimer. Même s'il reconnaît les faits, même s'il regrette profondément son geste, il faut savoir l'exprimer devant une cour d'assises. Le procès est insupportable pour Kevin. Plus la présidente avance dans la lecture des faits, plus il se replie sur lui-même. Kevin a pleuré à plusieurs reprises au cours du procès, et souvent sur des détails qui étaient relatés soit par des témoins qui étaient leurs amis ou de la famille, sur des détails de leur vie où on les voyait ensemble nager un peu dans le bonheur entre deux frères qui s'aiment tendrement et à la folie. La défense se sert alors de cette émotion pour expliquer que cet acte, aussi horrible soit-il, ne pouvait avoir lieu que lors d'un moment de folie. Au moment des faits, strictement au moment des faits, son discernement avait été partiellement altéré. Pas aboli, partiellement altéré. C'est-à-dire que au moment où il a frappé, il n'était plus lui, il échappait à son propre contrôle et que finalement, il a fait face à une force qui le dépassait totalement. Après 2 jours de procès et d'intenses émotions, Kevin écope de 12 ans de prison. Les experts eux-mêmes disent qu'il ne présente pas de caractère dangereux, qu'il n'y a pas de risque de récidive. Et il ne peut pas y en avoir de risque de récidive, pour la bonne et simple raison qu'il a tué son problème. Aujourd'hui, 3 ans après les faits, dans le camp militaire, on parle encore de cette terrible nuit de juillet 2013. De son côté, Kevin purge sa peine en pensant à son frère qu'il a malgré tout aimé. Je crois qu'il a soif de reconstruire sa vie et soif peut-être aussi quelque part de retrouver symboliquement son frère dans le souvenir, dans les moments passés. Crime spécial, un meurtrier dans la famille se poursuit. Et direction maintenant la Lorraine, pour vous raconter l'histoire incroyable de Sylvie, 49 ans. Elle a tué son compagnon d'un coup de fusil. Un document inédit pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Gérard, un père de famille de 58 ans, tué froidement dans son sommeil. Un crime sordide où se mêlent amour et jalousie. Elle dira aux enquêteurs qu'elle ne pouvait plus supporter cette vie, qu'elle vivait avec lui, que c'était trop difficile, qu'elle n'en pouvait plus tous les jours d'être dénigrée, insultée, rabaissée. Nous sommes à Jarville-la-Malgrange, une petite commune de 9000 habitants, située à quelques kilomètres de Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle. Jarville-la-Malgrange est une ville apaisée, calme, verdoyante, où la Meurthe passe dans la ville. D'ailleurs, la Meurthe est aménagée, beaucoup de familles s'y promènent le dimanche, le week-end. Et le patrimoine historique de Jarville-la-Malgrange est connu dans l'agglomération de Nancy pour être apprécié. C'est ici qu'habitent Sylvie, 49 ans, et Gérard, 58 ans. Un couple peu connu dans le quartier, jusqu'à cette terrible nuit du 15 mai 2012.
Il est 21h50, la voisine du dessous de Sylvie est chez elle. Quand elle entend des coups frapper à sa porte, elle ouvre et elle découvre sa voisine, qui lui annonce qu'elle vient de tuer son compagnon, Gérard, d'une balle dans le cœur. La voisine de Sylvie est sous le choc, tant par ces révélations que par l'attitude de cette femme qu'elle connaît à peine. La voisine a face à elle une femme calme qui lui tend son téléphone portable en disant « appelez la police ». Cette femme lui demande « pourquoi avez-vous commis cet acte ?» et elle dit « parce que je n'en pouvais plus ». Alors, que s'est-il passé au domicile de Sylvie et de Gérard? A-t-elle véritablement tué son compagnon, comme elle le prétend? Quelles découvertes vont faire les policiers en pénétrant dans leur appartement? Au commissariat de Nancy, les policiers prennent très au sérieux l'appel de la voisine de Sylvie. Une fois sur place, ils entrent dans l'appartement du couple. Tout de suite, ils découvrent le corps de Gérard qui est allongé sur un canapé dans le salon. Gérard est allongé sur le dos, il a la jambe gauche qui touche le sol. Il a les mains au niveau de la poitrine et un trou béant au niveau du cœur. D'après les premières constatations, Gérard est décédé depuis plusieurs minutes. Alors, pour mieux comprendre les circonstances de ce drame, les enquêteurs analysent la scène de crime. Il n'y a pas de meubles cassés, il n'y a pas de lampes renversées, il n'y a pas de traces effectivement de lutte, de défense de Gérard. Visiblement, l'homme de 58 ans aurait été tué dans son sommeil par une arme à feu. Une thèse confirmée par la suite des recherches. Les policiers trouvent un fusil qui est encore chaud, qui sent la poudre, et les investigations très rapides au sein de cet appartement ne retrouvent aucune autre arme, de sorte qu'ils ont conclu que c'est bien l'arme du crime. 2 boîtes de cartouches sont également retrouvées. Des munitions qui correspondent à celles utilisées avec le fusil. On retrouve aussi un nombre important de boîtes de médicaments. On va comprendre par la suite que ce sont des médicaments à usage psychiatrique, notamment utilisés et prescrits à Gérard et à Sylvie. Nul doute, pour les enquêteurs, Gérard a été tué à bout portant par sa compagne. Sylvie est alors arrêtée et placée en garde à vue. Inconnue des services de police, elle est examinée par un médecin avant d'être entendue. Il apparaîtrait qu'elle, ce soir-là, elle n'a pas pris d'alcool ni de médicaments. En revanche, on va trouver des traces, des blessures superficielles au niveau de ses poignets, qui se révéleront être des traces de scarification ancienne. Sylvie n'était donc pas sous l'emprise de l'alcool ou de médicaments au moment des faits. Et aucune marque de bagarre n'est retrouvée sur son corps. Alors, pourquoi Sylvie a-t-elle tué? Qui est donc ce couple a priori sans problème? Et que vont découvrir les enquêteurs en se penchant sur son histoire? À Jarville-la-Malgrange, il fait encore nuit lorsque les policiers contactent les proches du couple. Pour Claire, leur fille de 23 ans, c'est un véritable choc. Son père vient d'être tué et c'est sa mère qui est la principale suspecte. Sylvie va avouer très rapidement le meurtre de Gérard. Elle va dire aux enquêteurs « Oui, je l'ai tué, j'avais besoin de le tuer et je suis libre ». Les policiers sont stupéfaits par les aveux spontanés de Sylvie et lui demandent de raconter en détail les circonstances du drame. Le jour des faits, Sylvie se rend avec sa fille à l'hôpital. Claire y est suivie depuis son enfance pour des troubles psychologiques. Elle a accompagné sa fille au centre médico-psychologique où elle avait l'habitude d'y aller et elle demande à parler à un infirmier parce qu'elle n'est pas bien. Elle va très mal.
À demi-mot, Sylvie confie à l'infirmier qu'elle désire tuer son compagnon. Mais ce dernier ne prend pas ses propos au sérieux. Elle rentre alors à son domicile pour préparer le repas. Après le dîner, le couple s'installe dans ce canapé pour regarder un film, un film de guerre, comme souvent, que Gérard aura choisi. Gérard finit par s'endormir devant la télévision. Sylvie sort fumer une cigarette, et là, elle dit qu'elle entend des voix. Elle dit qu'elle entend une voix féminine, gentille, comme elle le décrit, qui va lui dire « Tue-le, comme ça tu seras tranquille ». Guidée par cette voix, Sylvie se saisit du fusil de chasse de son compagnon et charge l'arme dans la salle de bain. Elle va ensuite se rendre dans le salon et elle va tirer à bout portant une balle dans le thorax de Gérard. En garde à vue, les enquêteurs sont étonnés par la froideur de Sylvie. Dans le bureau d'à côté, les policiers poursuivent leurs investigations et se penchent sur la personnalité de la victime, Gérard. On sait de lui qu'il a eu une enfance très compliquée, très difficile. Sa mère avait beaucoup de compagnons, avait une vie débridée, avait une vie peu stable, et Gérard en était le premier témoin. Parmi toutes ces relations amoureuses, une marquera particulièrement l'adolescence de Gérard. Le meilleur ami de Gérard est devenu l'amant de sa mère. Le compagnon de la mère de Gérard en a eu vent et a tué le meilleur ami de Gérard. Ce drame a marqué Gérard, à mon sens, qui était quelqu'un de bon vivant, selon son entourage à l'époque, quelqu'un qui aimait sortir, et qui, quelqu'un du jour au lendemain, est devenu beaucoup plus renfermé. À cette même époque, Gérard vit une histoire d'amour avec Corinne, une jeune nancéenne qu'il quittera en 1997 pour se mettre en couple avec Sylvie. Cette femme, il va garder des liens avec elle, des liens assez forts tout au long de sa vie. D'ailleurs, elle aura une fille qui ne sera pas de lui, mais Gérard va la prendre sous son aile et la considérer comme sa propre fille. Pendant 35 ans, Corinne et sa fille partageront la vie du couple. Une situation qui ne semble pas déranger Sylvie. Les trois personnes garderont des relations presque amicales, puisqu'il y a des sorties communes en famille, avec les enfants des uns et des autres. On se retrouve un peu dans une ambiance qui était peut-être pas très saine, mais qui apparemment semblait convenir à tout le monde. En apparence, Sylvie et Gérard forment un couple complice. Mais au gré des auditions des proches de la famille, les enquêteurs découvrent le contraire. Cette vie de couple, on va trouver qu'elle est mal assortie et que ces deux personnes n'ont pas l'air très heureuses ensemble. Néanmoins, les proches de Gérard n'ont jamais assisté à aucune scène de violence de Gérard sur Sylvie. Il n'y a aucune main courante, il n'y a aucune plainte. Les témoins, qui sont les voisins les plus proches, n'ont jamais constaté la moindre violence, n'ont jamais constaté le moindre bruit, à tel point que l'un des témoins pensait que la maison et que l'appartement étaient vides. Alors, pour quelle raison Sylvie a-t-elle tué son compagnon, froidement, ce soir de printemps 2012 ? Avait-elle des raisons d'en vouloir à l'homme qui partageait sa vie ? Ou bien s'agit-il d'un coup de folie ? Au commissariat de Nancy, la garde à vue de Sylvie se poursuit. Les enquêteurs cherchent à déterminer les raisons qui l'ont amenée à tuer froidement son compagnon. Elle dira aux enquêteurs qu'elle ne pouvait plus supporter cette vie, qu'elle vivait avec lui, que c'était trop difficile, qu'elle n'en pouvait plus tous les jours d'être dénigrée, insultée, rabaissée. Sylvie évoque alors une vie de couple où les violences étaient quotidiennes. Elle parlera de tentatives d'étranglement. Elle parlera du fait qu'il lui cognait la tête contre les murs. Et elle parlera de violences sexuelles. D'après la mère de famille, Gérard serait devenu violent entre 2010 et 2011,
une période où le couple bat de l'aile. En 2010, donc 2 ans avant le meurtre de Gérard, Sylvie rencontre un homme lors d'un voyage en Tunisie. Avec cet homme, elle va avoir une relation extra-conjugale et ils vont devenir amants. Elle a eu un coup de cœur pour cet homme. Elle s'est dit, c'est mon prince charmant, mon prince des mille et une nuits. Elle y a cru. Une aventure qui ne durera que quelques semaines. Elle se rend vite compte que c'est un jeune homme qui en veut après son argent et elle rentre en France. Pour les avocats de Sylvie, cet épisode n'est que l'élément déclencheur d'une situation qui perdure depuis des années. Pire, des propres dires de Sylvie, Gérard était devenu un véritable bourreau. Il y avait avant l'infidélité déjà des violences psychologiques et des violences physiques, mais elles étaient bien moindres. Et je dirais que les viols ne sont intervenus qu'après le retour de Sylvie de Tunisie. Ces viols étaient comme une sorte de vengeance de la part de Gérard. À la fin de la garde à vue, Sylvie est donc mise en examen pour le meurtre de son mari et placée en détention provisoire. Une instruction est ouverte et une enquête diligentée auprès des proches de Sylvie. Elles décrivent Gérard comme un homme très possessif, très jaloux. Elles disent que c'est quelqu'un qui pouvait être violent dans les mots. Notamment, l'une d'entre elles dit qu'elle a été menacée de mort par Gérard. Afin de s'assurer que les allégations de Sylvie et de son entourage sont vraies, les enquêteurs interrogent Claire, la fille du couple. Et là, c'est la surprise. Point par point, elle va contester en disant non, il ne s'est jamais passé ce qui s'est passé. Je vivais dans cette famille, je vivais dans cet appartement tout le temps. Je n'ai jamais constaté mon père frapper ma mère. Je n'ai jamais constaté des rapports sexuels très longs et violents dont ma mère pourrait se plaindre. Alors, Sylvie dit-elle vraiment la vérité aux enquêteurs? Était-elle victime de violence? Que révéleront les expertises psychologiques durant l'instruction? Dans les locaux de la PJ de Nancy, l'enquête se poursuit. 2 experts sont alors mandatés afin d'examiner la personnalité de Sylvie, accusée du meurtre de son compagnon. Elle a grandi dans une fratrie importante, avec 8 enfants, de 4 pères différents. Sa mère était alcoolique, dépressive, à tendance suicidaire, et elle a affirmé, Sylvie, que l'un de ses beaux-pères avait abusé d'elle durant son enfance. Pour fuir ce climat familial difficile et hostile, Sylvie arrête l'école très tôt et commence à travailler à seulement 14 ans. Alors elle commence à être ouvrière, puis caissière, et à 15 ans, elle rencontre Gérard, qui sera son compagnon pendant 35 ans. Ensemble, ils partent très vite fonder un foyer, une famille, et ils auront très vite leur fille unique, Claire. Pour les experts, c'est évident. Sylvie est tourmentée par une trajectoire de vie instable et chaotique. Lors des expertises psychiatriques et psychologiques, Sylvie apparaît comme une femme faible, avec des failles énormes. Sylvie a une dépendance pour Gérard. Il y a une grande affection et en même temps une dépendance matérielle, une dépendance financière, une dépendance de la gestion du couple. Et malgré ces violences, Sylvie s'est accoutumée au quotidien difficile qu'elle décrit. Clairement, on peut parler d'un syndrome de Stockholm, puisqu'elle s'est attachée à son bourreau, elle s'est attachée à celui qu'elle décrit comme étant son bourreau du quotidien. Un bourreau qu'elle fait taire la nuit du 15 mai 2012.
Un crime que Sylvie niera avoir commis volontairement tout au long de l'instruction. Sylvie dira, tout au long de ses interrogatoires, « Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Quelqu'un me disait de le faire. Quelqu'un me disait qu'il fallait vite le faire. Qu'il fallait très vite le faire. » Une question se pose alors. Sylvie était-elle en pleine possession de ses moyens lorsqu'elle a commis l'irréparable? Ou aurait-elle craqué après avoir subi une énième humiliation? À l'évidence, il s'agissait d'un vécu, d'un sentiment de saturation, un sentiment de trop-plein. Il fallait que ça s'arrête, en quelque sorte. Ce qui a déclenché cet acte, c'est quelque chose qui a dépassé l'entendement. D'ailleurs, les experts psychiatres et psychologues disent bien qu'au moment du passage à l'acte, il y a eu une altération du discernement. Elle n'avait pas toute sa raison. Une altération du discernement que la juge d'instruction ne retient pas. Sylvie sera jugée responsable de son acte. Alors, que penseront les jurés lors de son procès? Seront-ils sensibles à son parcours? Retiendront-ils l'altération du discernement? Et quel sera le verdict? Le 21 mars 2016, plus de 3 ans après les faits, le procès de Sylvie s'ouvre devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. À 52 ans, elle encourt 30 ans de réclusion criminelle. L'ambiance est assez lourde parce que, évidemment, on a toute la famille qui est présente. On a une mère de famille dans le box des accusés. Dans la salle, on a sa fille, les sœurs, les belles-sœurs de Sylvie. Si l'ambiance est si particulière, c'est en raison d'une autre affaire qui fait écho à l'affaire de Sylvie, l'affaire Jacqueline Sauvage. Une affaire dont le déroulement est assez proche de celui de Sylvie. Après 3 années passées en détention et au terme de 2 procès, Jacqueline Sauvage a écopé de 10 ans de prison. Mais fait rarissime, elle a bénéficié d'une grâce présidentielle partielle. On a le sentiment, effectivement, que l'ombre de Jacqueline Sauvage plane au-dessus de cette salle d'assises. Effectivement, on a 2 femmes, à peu près du même âge, qui vont tuer leur mari ou leur compagnon, dans le cas de Sylvie Leclerc. L'une va lui tirer dans le dos, l'autre va lui tirer dessus pendant son sommeil. C'est intriguant parce qu'elles utilisent quasiment la même arme, un fusil de chasse. Et puis, dernier point commun, elles s'offrent les services des mêmes avocates. La presse dans son ensemble était présente et, entre guillemets, nous attendait un petit peu au tournant. Sauf que les 2 affaires avaient des points communs, mais que nous n'avons absolument pas plaidé sur les mêmes fondements, puisque les faits étaient tout autres. L'enjeu pour la défense était déjà de faire reconnaître que Sylvie n'était pas une criminelle. Elle a tué son mari, c'est une évidence, on ne peut pas le contester. Et pour cela, peut-on être responsable de cet acte? Car pour nous, elle était irresponsable au moment du passage à l'acte. Durant 4 jours, Sylvie explique froidement les violences dont elle aurait été victime. Une attitude et des propos qui heurtent les parties civiles. Ce qui a choqué la partie civile dans ce procès, c'est qu'on a voulu décrire la victime comme un monstre. C'est-à-dire comme quelqu'un, après tout, qui n'aurait eu que ce qu'il méritait. Et on a inventé des faits, on a inventé des violences dont on ne sait pas si elles ont existé, en tout cas elles n'ont pas été établies. On a évoqué des agressions sexuelles, on a évoqué et invoqué des viols toutes les nuits, pendant des heures et des heures. Enfin, ça devenait plus crédible d'ailleurs. Donc tout ça, c'était dur aussi à vivre pour la famille de la victime. Parmi les membres de la famille de Gérard, le témoignage de Claire, la fille du couple, est très attendu, car la jeune femme a toujours récusé les violences évoquées par sa mère. Elle dit « j'étais le joyau, j'étais l'enfant chéri de ce couple ». Elle s'est sentie aimée, Claire, pendant son enfance.
Néanmoins, elle va donner une version un peu différente de ce qu'elle a pu donner aux enquêteurs. Elle va dire « Maintenant que je suis devenue maman moi-même, maintenant que je suis mariée, je me rends compte que dans mon enfance, j'étais sous l'emprise de mon père et que ma mère était sous l'emprise de mon père. » C'est un véritable coup de théâtre. Néanmoins, Claire refuse que l'on diabolise son père. Pour elle, ses parents étaient tous les deux violents, l'un envers l'autre. Le 24 mars 2016, le verdict tombe enfin. Elle risquait 30 ans de réclusion criminelle. Finalement, elle sera condamnée à 9 ans de réclusion criminelle. Donc les jurés se sont montrés cléments. À l'énoncé du verdict, elle était prostrée. Elle n'a pas compris ce qui lui arrivait réellement. L'impact du verdict s'est produit après. Elle n'a pas supporté le verdict. Elle n'a pas supporté les différentes auditions, les différents témoignages. Du côté des parties civiles, la réaction est tout autre. La déclaration de culpabilité était satisfaisante, la peine était satisfaisante dans une certaine mesure. Le petit point, je dirais, où reste une interrogation, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi elle a commis ce geste irréparable. Elle n'a jamais vraiment voulu s'expliquer. Dans quelques mois, Sylvie pourra faire une demande de libération conditionnelle et prendre un nouveau départ. Mais pour la famille de Gérard, l'émotion reste toujours vive. Aujourd'hui, les parties civiles, comme toute personne qui a été victime par ricochet d'un meurtre, essayent, comme on dit, de se reconstruire. Le mot n'est pas très joli, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. On essaie de reprendre une vie normale, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on essaye non pas de passer à autre chose, mais on essaye d'avancer.